Les humains s'affrontent sur beaucoup de sujets. Je crois qu'on peut affirmer, sans avoir peur de se tromper, qu'ils se disputent sur tous les sujets. Concernant le duel Bitcoin face à Ethereum, première et deuxième crypto-monnaie du marché, on va repartir du point de vue de Bitcoin. Le Bitcoin est une révolution technologique, car c'est le premier outil qui a permis à l'homme de transférer de la valeur de façon dématérialisée, donc sur Internet, sans tiers de confiance. Bitcoin a donc résolu le problème de la double dépense qui existe lorsque l'on veut envoyer un objet numérique à quelqu'un d'autre. En effet, si vous avez une photo, vous pouvez la copier et l'envoyer à quelqu'un. Cette personne va recevoir la photo, mais vous l'avez toujours également. Lorsqu'on parle de valeur, si je vous envoie 10 euros, normalement, si ça se passe bien, vous avez les 10 euros et moi, je ne les ai plus. Bitcoin est donc le premier protocole qui a réussi la prouesse de régler le problème de la double dépense sans passer par un tiers de confiance, par exemple une banque. L'origine du duel et des conflits, c'est que les humains se sont dit super, on peut transférer de la valeur, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? On pourrait peut-être se prêter de l'argent, on pourrait peut-être sécuriser des titres de propriété. Ces projets ne pouvant pas être développés sur Bitcoin sans changer en profondeur son mode de fonctionnement et mettre en risque soit sa sécurité, soit sa décentralisation, ils ont été développés sur l'écosystème Ethereum. Ce deuxième écosystème a déjà lui été hacké, mais continue d'avancer et propose désormais différents services. Alors pourquoi ils s'affrontent? Beaucoup de gens évidemment supportent les deux écosystèmes. Mais s'ils s'affrontent, c'est parce que si on peut considérer Bitcoin comme étant le protocole le plus pur, le plus décentralisé, Ethereum est aujourd'hui le protocole au sens large, je parle de tout l'écosystème le plus utilisé. Il y a une multitude de façons d'aborder ce duel qui recouvre de très très nombreux sujets. Cet affrontement s'exprime notamment sur beaucoup de scènes de conférences internationales entre les bitcoiners maximalistes et ce qu'ils dénomment des shitcoiners, c'est-à-dire des gens qui supportent un autre projet en plus ou à la place de Bitcoin. Nous allons regarder ensemble quelques indicateurs simples qui ne sont qu'un faible reflet, une faible perception de ce qui gronde à l'intérieur, mais qui vous permettra de capter quelques idées clés. Nous allons débuter avec l'indicateur le plus surveillé et qui va me permettre d'expliquer le concept de flippening dont vous entendrez forcément parler si vous continuez de creuser le sujet. Le flippening correspond au jour où la capitalisation d'Ethereum dépassera celle de Bitcoin qui, vous le voyez, pour l'instant est le boss, le patron, bien assis et installé sur sa place de numéro 1. La capitalisation d'un actif est calculée par le nombre de cet actif multiplié par la dernière valeur en cours. Je prends un exemple simple avec l'entreprise Apple. Si vous multipliez le nombre d'actions d'Apple par sa dernière cotation, vous obtiendrez sa capitalisation. Sur les marchés traditionnels, par exemple le marché américain, le samedi et le dimanche, la cotation est figée, les marchés sont fermés. Donc la capitalisation ne bouge pas pendant 48 heures. Le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24, donc la capitalisation variera de quelques euros à millions, dizaines de millions de dollars à chaque seconde, à chaque instant. Cette capitalisation de marché, cet indicateur, peut être très piégeux et ne représente pas nécessairement la réelle valeur d'un actif. Mais c'est une vitrine, appelons ça comme ça, qui permet de faire ce classement et, encore une fois, d'agiter les émotions humaines. Nous allons donc nous intéresser à ce qui peut influencer la capitalisation d'un actif. Alors il y a évidemment le prix, on y pense de suite, évidemment si l'actif baisse en prix, la capitalisation boursière va diminuer. Mais l'autre élément très important, c'est le nombre de tokens. Commençons par le patron. Vous voyez ici l'offre des jetons Bitcoin en circulation sur la blockchain Bitcoin, c'est-à-dire le nombre de Bitcoin déjà émis. Il y en aura à la fin 21 millions. Ça a été programmé dans le code source de Bitcoin. L'émission s'arrêtera quelque part après 2140 et il y en aura donc un nombre fini qui est de 21 millions. Aujourd'hui, on en est à plus de 19 millions et 200 000 Bitcoins créés. Pour le moment donc, le réseau Bitcoin est dit inflationniste. L'inflation, la définition de l'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Bitcoin étant une monnaie, comme il est ajouté 6,25 Bitcoin toutes les 10 minutes à l'ensemble de cette masse monétaire, il est pour le moment inflationniste. À terme, avec son nombre fixe, et étant donné que on peut perdre
l'accès à ces bitcoins en perdant sa clé privée, le nombre de bitcoins disponibles, très probablement, sur le très long terme, diminuera et donc il deviendra déflationniste. Comme toujours, il y a des avantages et des défauts d'avoir une monnaie déflationniste. C'est pas le sujet de cette vidéo. Qu'en est-il de l'Ether? L'Ether a très récemment changé de type de consensus. En faisant cela, il a également changé les règles d'émission monétaire de son réseau. Vous le voyez ici, il y a environ 120 millions d'Ether en circulation sur la blockchain Ether et très récemment, exactement le 9 novembre, l'Ether est devenu déflationniste. Depuis le changement de consensus et à la suite donc, du 9 novembre, il y a moins d'Ether en circulation que par le passé. Ce fait augmente donc la rareté des Ethers, ce qui pourrait conduire à une augmentation de leur prix, gonflant donc la capitalisation. Alors, tous ces millions, d'où viennent-ils? Il y a une bonne partie évidemment de spéculation sur le service que rendront ces actifs, bien qu'ils aient déjà une utilité et ils aient déjà une utilisation. Lorsqu'on revient à Bitcoin, vous avez ici le nombre de transactions effectuées tous les jours sur la blockchain. On voit bien qu'au fur et à mesure du temps, ce nombre augmente, montrant que l'adoption grandit. Au niveau économique, vous avez ici ce que rapportent les transactions, car à chaque fois que l'on effectue une transaction, donc à chaque fois que l'on veut transférer de la valeur sur le réseau Bitcoin, en envoyant donc, pour ceux qui ont les moyens, des Bitcoins entiers, et pour ceux qui n'en ont pas, des fractions de Bitcoin appelées Satoshi, on paye une petite commission. L'ensemble de ces commissions rapporte actuellement entre 300 et 500 000 dollars par jour. Les acteurs qui sécurisent le réseau du Bitcoin et qui sont appelés les mineurs sont désormais des acteurs industriels, professionnels. Cette source de revenus pour le moment n'est pas suffisante et la principale source de revenus est liée à l'émission de Bitcoin toutes les 10 minutes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les 10 minutes, 6,25 Bitcoins sont émis, c'est la fameuse inflation monétaire du protocole, et sont distribués à ces fameux mineurs. On peut ici visualiser leurs revenus, et donc entre les commissions perçues lors de l'utilisation du réseau Bitcoin et les Bitcoins reçus en récompense, on voit que cette activité génère autour de 20 millions de dollars par jour de revenus. Concernant la blockchain Ethereum, vous voyez ici qu'en moyenne, sur les 7 derniers jours, elle a généré entre 15 et 16 millions, c'est-à-dire un peu plus de 2 millions de dollars par jour. Ces revenus correspondent à l'activité, aux petites commissions que génère le protocole par les gens qui l'utilisent. Comme nous avons vu précédemment, il n'y a plus de création d'Ethereum, il n'y a plus d'inflation, et donc aucun nouveau jeton Ethereum ne rémunère qui que ce soit. Il est également à noter que sont construits sur le réseau Ethereum ce qu'on appelle des applications décentralisées, les DApps, et que ces applications elles-mêmes génèrent des revenus. Comme vous le voyez, les plus grosses applications génèrent entre 1 et 2 millions sur une semaine, sur 7 jours, de revenus qui sont directement liés à l'utilisation des services qu'ils proposent. Ce que je vous montre là est fondamental et va me permettre d'exposer le principal risque pour Bitcoin qui se situe à moyen terme. Le réseau nécessite une adoption massive et une utilisation massive pour permettre à terme de rémunérer les mineurs, car l'inflation du protocole Bitcoin diminue tous les 4 ans, c'est les fameux halving. La récompense donnée aux mineurs, les fameux actuellement 6,25 Bitcoin, seront divisés par 2 au courant de l'année 2024. Le pari est que l'adoption grandissante et souhaitons-la mondiale du roi Bitcoin fera progresser son prix et donc permettra de maintenir une rémunération attractive à cette activité désormais d'industriel. Ether, lui, est proche d'une activité économique auto-entretenue, mais présente d'autres risques, comme un risque de censurabilité qui s'est accru avec le fameux changement de consensus et qui, souhaitons-le, sera pris à bras-le-corps par les intervenants du marché pour s'assurer que, comme Bitcoin, ce protocole ne soit pas censurable par une autorité tierce, quelle qu'elle soit. Pour finir, même si vous n'avez pas l'habitude de l'analyse technique, je considère que tout est exprimé dans le prix. À la fois les informations des initiés, les émotions humaines, l'action des millions de particuliers qui peuvent agir sur tel ou tel marché. Vous visualisez ici le cours du prix du Bitcoin, qui donc évidemment sur le long terme est croissant,
Nous sommes ici à l'échelle de la semaine. Chaque bougie représente une semaine et vous voyez que depuis un an maintenant, depuis la mi-novembre 2021, le marché est en baisse constante, faisant souffrir difficilement tous les opérateurs. L'Ether a une allure comparable. Il a également réalisé son top de marché il y a un an et depuis nous descendons comme le reste du marché. Les deux graphiques que je vais vous montrer sont exprimés en dollars, c'est-à-dire l'actif face au dollar. Mais on peut également, et c'est très intéressant, comparer la force relative des deux actifs. Et donc vous voyez ici la paire ETH face à Bitcoin. Après un top en 2017, on voit que le Bitcoin a surperformé l'ETH jusqu'à poser ce qu'on appelle un bottom, un bas de marché, en décembre 2019. Et depuis décembre 2019, donc bientôt 3 ans, l'Ether surperforme relativement le Bitcoin, montrant que les investisseurs déversent plus de capitaux dans Ether que dans Bitcoin. Cette droite de tendance représente bien l'ascension et la force relative montrant la supériorité d'Ethereum sur Bitcoin, mais comme toute tendance, elle sera soit confirmée et accentuée, soit peut-être s'infirmera prochainement, et Bitcoin surperformera à nouveau Ethereum. Si l'Ether s'envole face au Bitcoin, peut-être alors assisterons-nous à ce fameux flippening. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette introduction est largement suffisante et nous continuerons au fur et à mesure des semaines de suivre ce duel qui, soyez-en sûrs, est loin d'être terminé. N'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite le meilleur, à très vite.